Merci beaucoup et je suis toujours ravie de venir à Caen, autrefois à Bénouville, dans le cadre de cet institut qui m'est cher et que je soutiens toujours de toutes mes forces. Il ne vous a pas échappé que depuis plusieurs années, depuis 1985, une fête foraine célèbre s'installe une fois et maintenant 2 fois par an dans le Jardin des Tuileries. Et il ne nous a pas non plus échappé que les Jeux Olympiques ont envahi le Jardin des Tuileries. Tout le monde a vu des images ou a vu en vrai cette vasque porteuse de la pseudo-flamme olympique, de la reconstitution de flamme, et ce ballon captif qui s'envolait tous les soirs cet été dans le ciel de Paris. Alors c'était magnifique, je dois reconnaître, c'était un spectacle particulièrement réussi, d'une très grande sobriété esthétique, mais qui évidemment nous a posé de l'intérieur des problèmes de gestion. J'ai donc eu envie d'évoquer à la fois la question des actions que nous avons menées, des actions notamment de prévention pour éviter que l'envahissement du Jardin des Tuileries par les Jeux Olympiques n'occasionne des dégâts, et aussi pour employer une expression un peu familière, un peu triviale, sortir la tête du sac et réfléchir. Car souvent, les événements sont considérés comme totalement opposés, en complète contradiction avec le temps long des jardins historiques et la conservation des jardins historiques. J'ai eu envie d'interroger ce temps long. Je ne suis pas la première à avoir étudié ces questions. En réalité, l'histoire du Jardin des Tuileries est jalonnée d'événements et de fêtes, certains réussis, d'autres moins, certains sans aucune conséquence grave pour le jardin, d'autres ayant eu des conséquences quasiment irrémédiables. Et j'avais envie de partager avec vous cette profondeur historique qui nous a beaucoup manqué cet été. J'ai trouvé que cet été, tout le monde a été dans un emballement émotionnel, d'amour immodéré pour cette vasque, au point qu'on nous a dit qu'il faut la garder ad vitam aeternam. Donc j'avais envie de quitter tout cet emballement émotionnel et de raison gardée. Et pour raison gardée, souvent, il faut se plonger tout simplement dans le passé avec la plus grande objectivité possible, en se fondant sur les sources, les images d'archives, etc. Donc juste pour remettre en perspective ce ballon, à tous les sens du mot perspective, je vous rappelle quand même que le ballon était tout simplement bouchait une perspective historique majeure de l'histoire de l'urbanisme mondial, à savoir la perspective qui lie l'Arc de Triomphe du Carrousel, la place de la Concorde à travers le Jardin des Tuileries, jusqu'à l'Arc de Triomphe de l'Étoile et bien au-delà. Une perspective historique magnifique que les touristes vont voir et qui a inspiré d'innombrables photographes, peintres et qui continue à inspirer aujourd'hui les artistes. Donc j'ai eu à cœur de rappeler quand même de temps à autre ce fait. Ensuite, j'ai eu à cœur de rappeler que sous la vasque, il y avait une vasque. Il y a toujours une vasque que nous avons enfin pu désencarafer la semaine dernière, que j'avais évidemment fait coffrer après avoir mis le bassin hors d'eau. Il s'agit d'une vasque de la fin du XVIIe siècle qui est extrêmement précieuse et que j'aime de temps en temps à montrer. Voilà, c'est une très charmante vasque qui a des cousines à Versailles notamment. Alors, l'histoire des événements et des fêtes au Jardin des Tuileries en réalité est très ancienne. La première fête dont on a des traces très tangibles, à la fois iconographiques et littéraires, c'est la réception des ambassadeurs polonais. Je vous rappelle que Catherine de Médicis est à l'origine de la création du Jardin des Tuileries, attenant à son palais des Tuileries qu'elle a fait construire à partir de 1564. Donc nous plongeons vraiment dans presque 5 siècles d'histoire. Et comme Catherine de Médicis avait envie de placer tous ses enfants, elle souhaitait qu'ils soient tous rois et que les filles épousent toutes des rois. Elle avait imaginé que son fils, Henri,
deviennent rois de Pologne. Ce qui fut fait, les Polonais n'ayant plus de roi et ce roi n'ayant pas d'héritier, la Diète polonaise a élu le jeune Henri, roi de Pologne, sous le nom d'Henri Ier, sauf que comme Henri a perdu assez vite son frère, Charles IX, il a dû lui succéder. Donc il est resté en Pologne quelques mois, puis il est reparti pour devenir le très fameux Henri III. Alors, ces fêtes nous sont connues et elles valent en quelque sorte, pour les historiens du Jardin des Tuileries, elles valent inauguration officielle de ce jardin, qui avait donc tout de même presque 10 ans à l'époque. En tout cas, c'est la seule fête attestée. On la connaît par cette magnifique tapisserie qui est conservée à Florence dans les collections des Offices, exposée au Palazzo Pitti, qui a été restaurée il y a quelques années, qui a beaucoup circulé dans des expositions, alors notamment à Fontainebleau, à l'occasion d'une magnifique exposition il y a 2 ans sur l'art de la fête à la Cour des Valois. Vous la voyez à gauche sur cette photographie, ça vous donne une idée de l'échelle de cette tapisserie qui appartient à une tenture dite des fêtes des Valois. Et puis, elle a été aussi exposée récemment à Cleveland. Alors, c'est à prendre avec des pincettes. La représentation du jardin que j'ai entouré ici d'un trait rouge, d'un filet rouge, est relativement fantaisiste. Le paysage du fond est totalement imaginaire. Mais en tout cas, on est content d'avoir ce genre de témoignage. Et on voit bien que la reine, en réalité, si elle a fait construire ce jardin, c'est pour plusieurs raisons. Des raisons vivrières, Stéphanie en parlait. Les jardins royaux avaient une fonction nourricière. La reine, par exemple, adorait les melons, donc elle a eu envie d'avoir des melons dans son jardin. Elle a eu des melons dans son jardin. Mais il y avait aussi et surtout une dimension, j'allais dire, d'apparat. En invitant des ambassadeurs, il y a eu les Polonais en 1573, puis les Suisses, puis les Anglais, et les ambassadeurs racontaient ces fêtes. On comprend bien que l'un des objectifs poursuivis par Catherine lorsqu'elle a créé ce jardin, à grands frais, était vraiment de, pardonnez-moi l'expression, mais en mettre plein la vue aux ambassadeurs qui étaient invités dans ce jardin et qui étaient des privilégiés puisque le jardin à l'époque n'était absolument pas public. Donc très peu de personnes finalement y avaient accès. Sur cette image, on voit ce qui s'est passé lors de cette fête. Alors en fait, cette image, elle concentre plusieurs moments de la fête. Les ambassadeurs polonais l'ont raconté en polonais, et une polonaise a étudié ce texte, l'a fait traduire en anglais et je l'ai traduit en français. On a aussi un témoignage, une longue description en latin que j'ai fait traduire par un chartiste, quelques autres témoignages, bref, des poèmes. Et on sait par exemple qu'un gigantesque rocher recouvert d'argent était mu par des personnages cachés. Donc le rocher bougeait, tournait sur lui-même. Il y avait 3 étages sur lesquels étaient posés des personnages. Au sommet, une dame, naturellement vêtue dans des plus riches, dans de riches atours. À un niveau intermédiaire, 8 femmes et au niveau bas, 8 autres femmes qui se sont révélées être des chanteuses, puis des danseuses, et ensuite se sont succédés des joueurs de viol de gambe. Donc là, tout est réuni, plusieurs moments de la fête qui a duré, d'après mes calculs, environ 5 heures, ont été réunis en fait dans cette image. Là, vous voyez comment les danseuses sont descendues du rocher et se mettent à évoluer dans le jardin, sur l'avant-scène en quelque sorte. Et puis, admirez quand même la richesse de cette tapisserie, qui est une des plus belles que j'ai vues au monde, je dois dire, j'adore les tapisseries. Voilà par exemple un détail, ici c'est un véritable portrait d'Henri Ier de Pologne, futur Henri III de France, et dont le costume s'oppose au costume très riche des Polonais, avec des plumets aux 2 couleurs de la Pologne, le blanc et le rouge. Alors, je n'insiste pas sur cette fête, mais ça devait être quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc, tout ça pour dire que la fête, finalement, elle a été pensée dès l'origine comme une des fonctions
le jardin devait être un cadre idéal pour des fêtes fastueuses. Je saute les siècles. N'oublions pas qu'entre-temps est intervenu le nôtre, qu'il a profondément modifié le jardin à partir de 1664, exactement un siècle après sa création. Et en fait, j'ai essayé de trouver à quel moment la frénésie de fêtes et d'événements dans le jardin des Tuileries a commencé. Et c'est évidemment lié à la disparition du palais des Tuileries, qui a été incendié par les communards dans la nuit du 23 au 24 mai 1871, dont les ruines sont restées pendant 12 ans, ont été peu à peu amputées, déblayées et finalement rasées en 1883. Et à partir de cette époque, en réalité, à partir de 1871, on peut considérer que le jardin est devenu totalement public. Il était public depuis l'époque de Louis XIV, mais public pas au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire que le public qui était autorisé à entrer dans le jardin était quand même filtré, un petit peu comme à l'entrée des boîtes de nuit aujourd'hui. Vous avez des physionomistes, des cerbères qui interdisent certaines personnes d'entrer. Donc au XVIIe siècle, par exemple, on sait que, je cite, les laquais et la canaille n'étaient pas autorisés. Et il s'agit d'une époque où on pouvait être identifié socialement par son costume, même sa profession était donnée par son costume. Donc si vous étiez domestique, cordonnier, que sais-je, vous ne pouviez pas entrer dans le jardin des Tuileries. Donc le caractère public au sens où on l'entend aujourd'hui, sans aucun filtrage, remonte vraiment très précisément à 1871. C'est quand même assez récent. Et c'est à partir de 1877, quand le régime républicain était fortement consolidé, grâce à la victoire des Républicains aux élections de mai 1877, qu'à partir de là, les événements se sont multipliés. C'est-à-dire que l'État, propriétaire du jardin, a considéré qu'il était fondé à organiser toutes sortes d'événements. Et je vais vous en donner un très, très ramassé échantillon. Alors voilà ce que le Petit Parisien déclare en 1878 à propos d'une kermesse organisée au profit des pauvres protégés par la Société des Amis de l'Enfance. Les Tuileries sont à la mode, cela est bien sûr. C'est dans ce jardin que dorénavant se donneront toutes les fêtes publiques. Le journaliste avait bien compris de quoi il s'agissait. Un petit échantillon. Alors à chaque fois, j'essaie de retrouver les affiches qui sont parfois très bavardes. Là, le point commun de ces affiches, c'est qu'elles sont décoratives et que, en général, une femme nue ou habillée sert d'invitation sous la forme allégorique à aller se réjouir et prendre beaucoup de plaisir dans le jardin des Tuileries. Et il y a un jeu de mots sur le mot plaisir, parce que le plaisir, à l'époque, c'était aussi une petite confiserie qu'on pouvait déguster. Alors voilà donc une affiche, pas bien jolie encore, en 1881. Il s'agit d'une fête au profit des victimes de l'île de Kyo. C'était un tremblement de terre qui avait fait plus de 3000 victimes en avril 1881. Et là, on nous raconte qu'il va y avoir des jeux, baraques, massacres, tirs, tourniquets, ménétriers, toupies, mâts de cocagne, courses, une grande voiture de charlatans avec boniment, un guignol artistique, le cirque Corvie avec des singes, des chiens, des poneys, des brasseries, tout est au pluriel, des bars, des buffets, des parades, des défilés, cortèges, illuminations et pour finir une retraite au flambeau. Donc il faut en conclure que toute la fête se prolongeait pendant la nuit. On en frémit quand même un peu. Et tout ça sur 2 jours. Fête suivante, 26 août 1883, nouveau tremblement de terre qui fait beaucoup de victimes, cette fois-ci à Ischia, en Italie, au large de Naples. Et donc cette fête est organisée, je cite, 2 jours et 2 nuits, le dimanche 26 août, au profit des victimes d'Ischia. 3e fête, ça se suit. Là, il s'agit d'une fête de l'industrie et du commerce parisien au profit des pauvres. Donc il y a toujours un arrière-plan
une volonté philanthropique et charitable. Et pour la petite histoire, cette affiche a été donnée par Marcel Campion, celui qui possède tous les manèges et qui organise les fêtes foraines, au service de l'histoire du Louvre. Alors, évidemment, j'ai beaucoup fouillé la presse pour mieux comprendre de quoi il retournait au-delà des affiches. Et la presse sert à deux choses, à annoncer les fêtes et ensuite à raconter ce qui s'est passé. Donc les témoignages sont très frappants. Dans Le Temps, qui était très lu à l'époque, il y est venu beaucoup de monde. Il y avait foule à tous les théâtres et le soir venu, la foule a grandi encore. Et elle explique qu'il y aura encore 3 fêtes aux Tuileries les 25, 27 et 30 mai. Mais je n'en sais pas plus. Je cherche évidemment des plans dans les archives. C'est tout à fait le genre de plan moche, comme disait Stéphanie, qu'on ne conserve pas, qu'on ne pense pas à conserver aux archives nationales. Alors j'ai décidé de prendre quelques œuvres témoins. J'ai fait il y a quelques années une étude approfondie de l'histoire du vandalisme au Jardin des Tuileries, vandalisme qui a touché les sculptures. Et il y a certaines œuvres qui sont plus documentées que d'autres, c'est-à-dire que tous ceux qui m'ont précédé ont essayé à chaque fois de faire le compte de ce qui manquait une fois la fête terminée. Donc nous voilà, 30 avril 1885, le bilan de mon prédécesseur sur cette œuvre, La Seine et la Marne, et je vous la montrerai à plusieurs reprises dans la conférence, une œuvre quand même de 1704-1712 qui a été transférée du parc de Marly dans le jardin des Tuileries, signée d'un grand sculpteur de la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle. Voilà ce qui est dit. Sont manquants ou cassés le gros orteil gauche et le nez de l'enfant au cygne, à gauche sur l'image. La partie inférieure du bec du cygne, on le voit très bien. 3 doigts de la marne, le gros orteil droit de l'enfant à l'écrevisse, celui qui est à l'avant à droite, des éclats de pierre dus, je cite, au piétinement des souliers ferrés pendant les fêtes des Tuileries. Autrement dit, le public est monté sur les sculptures. Et il n'y a pas eu de restauration. Encore aujourd'hui, tous ces éléments sont manquants. Alors, certains événements ont marqué l'histoire. Il arrive de temps en temps que des journaux comme Le Parisien, Le Figaro sortent des articles sur ces quelques événements mémorables. Par exemple, dans le cadre de l'exposition universelle de 1900, s'est tenu au Jardin des Tuileries le banquet des maires de France le 22 septembre. L'exposition battait déjà son plein depuis le mois d'avril. Et on a invité 22 500 maires, sachant qu'il y a 36 000 communes. Il y avait 36 000 communes à l'époque en France. Alors l'iconographie est surabondante, souvent assez pittoresque. Le Petit Parisien, par exemple, a consacré un supplément illustré à cet événement et a mobilisé plusieurs de ses illustrateurs. Donc on devine là une tente, on voit un tout petit peu le jardin au fond. Là, on devine un peu les frondaisons, comme on dit pompeusement. Et on devine une tente, comme on savait déjà en installer à l'époque. Alors, je n'ai de cesse de trouver des plans, et là, grâce à une de mes anciennes stagiaires qui travaille à la Bibliothèque historique de la ville de Paris, j'ai été consulter les albums iconographiques consacrés au Jardin des Tuileries. Et vous voyez, il y a carrément une section cérémonie, fête et exposition. Et j'ai trouvé le plan du banquet des maires de France, avec un joli tampon de la bibliothèque, que j'ai essayé tout simplement de reporter sur un plan du jardin actuel. Donc on se rend compte que l'emprise était vraiment énorme. Pour vous situer, le Louvre se trouve donc à droite de l'image, la place de la Concorde au-delà du grand bassin octogonal à gauche de ce plan, et la rue de Rivoli au nord, la Seine au sud. Donc le long de la rue de Rivoli, il y avait déjà cette immense esplanade des Feuillants qui fait presque toute la longueur du jardin et qui était déjà très utilisée pour des événements et qui l'est toujours aujourd'hui. J'y reviendrai. Donc l'emprise est quand même importante, et ce qui est frappant,
c'est que les allées nord-sud, aussi 2 allées majeures, l'allée de Castiglione et puis l'allée située à peu près en face de l'entrée du métro Tuileries, sont utilisées, ainsi que la grande allée. Et quand on regarde les plans en détail, je n'insiste pas beaucoup sur ce sujet, mais évidemment, pour un banquet comme ça, mais il faut des cuisines, il faut des sanitaires, donc des coulisses de l'exploit, si vous voulez, qui évidemment ne sont jamais montrées dans les images très, très élégantes, presque de propagande de la grande presse de l'époque. À peu près à la même époque, figurez-vous que le premier salon de l'automobile s'est tenu au Jardin des Tuileries. Ça paraît complètement invraisemblable aujourd'hui. C'est à l'initiative de l'Automobile Club de France, dont le siège se trouvait et se trouve toujours place de la Concorde, dans l'un des très beaux hôtels particuliers construits par Gabriel, côté nord. Premier salon de l'automobile qui a duré peu de temps, du 15 juin au 3 juillet. Et en fait, le second, en 1899, a aussi eu lieu au Jardin des Tuileries. Donc je repousse de jour en jour le moment où je vais aller toquer à la porte de l'Automobile Club de France, parce que j'imagine qu'ils ont énormément d'archives. Toujours est-il que voilà l'affiche, encore une fois, cette manie de créer des très jolies affiches extrêmement décoratives, avec toujours une allégorie féminine aguichante qui vous donne envie de rentrer dans le jardin et qui vous fait bien comprendre qu'il faut entrer par la Concorde. En réalité, l'entrée n'était pas par la Concorde, elle était par le nord, par la rue de Rivoli. Alors voilà ce que ça donne, une toute petite sélection d'images, c'est assez pittoresque. Vous voyez que le jardin ne compte pas pour grand-chose, il est ici réduit à l'état de décor, mais des barrières séparent quand même les automobiles du reste du jardin. Et l'ensemble se situait plutôt sur les terrasses, à peu près autour de l'actuel jeu de paume. Et encore une fois, on implante ces fameuses tentes avec ces toits à double pente, comme on savait déjà le faire à l'époque. Et on devine qu'ici, on est dans l'esplanade des Feuillants, il y avait à l'époque une statue de Bosio représentant Hercule combattant Achéloüs transformé en serpent, statue en bronze qui depuis a été remisée au musée du Louvre. Ça valait mieux pour elle. Alors là aussi, j'ai fait un report sur le plan, donc ça donne une implantation assez différente de ce que je viens de vous montrer. Donc très regroupé autour du jeu de paume, qui n'était pas encore un musée, une galerie d'exposition d'art à l'époque. Beaucoup sur la terrasse Concorde, au milieu des arbres. Donc il faut quand même imaginer qu'on a acheminé des véhicules automobiles sur les terrasses et qu'on les a exposés là. C'était quand même pas neutre. Et une grande partie de l'esplanade des Feuillants, ainsi que, là aussi, dans les bosquets qui n'étaient pas encore restaurés comme ils le sont aujourd'hui. Donc, si on s'amuse à rapprocher deux salons, le deuxième salon de l'automobile en 1899 et le banquet des maires en 1900, moi, comme historienne de ce jardin, mais également gestionnaire, voilà la réflexion qui me vient immédiatement à l'esprit. Je pense qu'à la suite du deuxième salon de l'automobile en 1899, les gestionnaires en ont tiré des conclusions et ont dit plus jamais sur les terrasses, plus jamais dans les bosquets. On va se contenter de l'esplanade des Feuillants et des allées. Donc, il est évident que chaque événement permet aux gestionnaires de capitaliser, de faire, comme on dit aujourd'hui, un rétex, un retour d'expérience, et de se dire, la prochaine fois, on ne fera pas comme ça, on fera mieux, on n'acceptera pas telle injonction, on essaiera de résister et de proposer des solutions. Mais encore une fois, dans les archives, je ne trouve aucune mention d'un quelconque dégât, de quoi que ce soit. La seule chose que je trouve, ce sont des plans, des comptes rendus dans la presse, extrêmement hagiographiques, sans aucun recul, en ne se mettant jamais dans la position du gestionnaire interne. D'accord ? Alors voilà ce que les cartes postales, je suis comme Stéphanie, j'adore les cartes postales, elles nous racontent énormément de choses, j'en achète beaucoup. Là, on voit très bien une de ces innombrables cartes postales prises depuis les toits des hôtels particuliers de la place de la Concorde. On voit la longue perspective de la rue de Rivoli avec ses arcades à gauche, la longue esplanade des Feuillants à droite sur l'image,
Et on voit très bien qu'ici, il y a une structure en forme de tente blanche à double pente. Et finalement, aujourd'hui, quand je fais toujours des photos des installations pour documenter le plus possible. En cours de montage, pendant l'exploitation, le plus souvent, je ne suis pas autorisée à rentrer à l'intérieur, mais j'essaie de documenter tout ça. Et on se rend compte que finalement, on n'invente rien par rapport à ce qui s'est déjà fait il y a plus d'un siècle maintenant. Quant aux Jeux Olympiques, moi, quand j'ai appris que les Jeux Olympiques venaient au jardin, j'ai dit, mais vous savez qu'il y a déjà eu une épreuve des Jeux Olympiques dans le jardin des Tuileries. Il s'agit des Jeux Olympiques de 1900 qui ont eu lieu du 1er au 15 juin, mais qui ont été, comme l'a dit l'historien Pascal Horry, en quelque sorte phagocytés, dévorés par l'exposition universelle de 1900. Ça paraît fou aujourd'hui, mais a eu lieu à Paris la même année, à la fois l'exposition universelle, 50 millions de visiteurs, record absolu, et les Jeux Olympiques. Sauf que les Jeux Olympiques n'avaient pas du tout la même envergure qu'aujourd'hui. Donc, la presse en parle très peu, et c'est plutôt la presse sportive qui émergeait à l'époque qui en a parlé. Donc, une magnifique affiche, qui est beaucoup ressortie cette année, a été produite. Encore une fois, une dame aguicheuse ne croyait surtout pas que les dames avaient le droit de participer aux Jeux Olympiques à l'époque, ça n'était pas le cas. Donc, une dame qui est là juste pour nous expliquer que c'est à la fois le fleuret, l'épée et le sabre qui vont faire l'objet d'une compétition lors de ces Jeux Olympiques. Le mot Jeux Olympiques l'expression ne ressort pas dans cette affiche. On parle plutôt de concours internationaux d'escrime. Et on nous apprend que l'épée aura lieu du 1er au 15 juillet sur la terrasse du Jeu de Paume aux Tuileries. Pour une raison qui m'échappe, mais que je viens peut-être d'évoquer, il a d'abord été question d'accueillir beaucoup plus d'épreuves des Jeux Olympiques dans le jardin des Tuileries en 1900, et finalement, c'est seulement l'épée qui a eu lieu. Alors, c'était très amateur. À l'époque, les règlements, les codes des compétitions n'étaient pas du tout aussi précis qu'aujourd'hui. Donc, le terrain était tout sauf conforme par rapport aux normes très maniaques des sports aujourd'hui. Donc, voilà ce que ça donne. C'est reproduit dans une revue très savoureuse qui s'appelle Le Sport universel illustré. On est entre gentlemen. C'est typiquement le type de sport qui est hérité de ce qui se pratiquait déjà dans les milieux royaux et aristocratiques au fil des siècles. Donc, c'est certainement pas la première fois qu'on se battait à l'épée dans le jardin. Alors, j'ai travaillé, stimulée par les Jeux Olympiques, sur l'histoire de la tradition du sport au jardin des Tuileries. Stéphanie elle-même m'avait invitée pour les journées d'études qui ont célébré les 20 ans du 30, merci, pardon, je vous rajeunis. Les 30 ans du master Jardin historique, patrimoine et paysage. J'avais fait une conférence sur la tradition du sport et j'ai aussi publié ceci à la fois sur le site du musée du Louvre et dans la revue du musée du Louvre qui s'appelle Grande Galerie. Donc je me suis beaucoup amusée à travailler sur ce sujet. Alors, je ne présente que de rares images pour vous donner une idée de ce qu'on a pu imaginer comme compétition sportive. D'abord, l'automobile a continué à avoir droit de cité, mais pas sous forme de course dans le jardin. C'était juste le pesage des véhicules qui s'est fait juste avant le départ de la course Paris-Madrid, une course qui s'est terminée plutôt prévue à Poitiers parce que Marcel Renault, que vous voyez ici dans sa voiture, le frère du célèbre conducteur, a trouvé la mort en s'écrasant contre un platane près de Poitiers. Donc, on a arrêté la compétition. Donc, c'est évidemment le genre d'image qui, pour moi, est passionnant, parce que moi, je ne regarde pas du tout l'automobile, elle ne m'intéresse pas. Je regarde les caisses, la taille des orangers, qui est beaucoup plus importante que nos orangers actuels, qui donnent une idée de leur âge beaucoup plus canonique que les nôtres. Je regarde les silhouettes des arbres, je me dis, ah tiens, celui-là, il était déjà là. Vous voyez, c'est le genre, évidemment, d'interprétation que je fais. Je regarde les sols, voilà.
Alors, d'autres compétitions ont eu lieu. Alors, elles sont en général organisées par des journaux qui se livrent une concurrence assez rude. C'est ce qu'un historien a appelé le phénomène du réclamisme. Donc, le système est le suivant. Le journal a besoin de produire des événements. Il produit un événement qu'il annonce, qu'il relaie, qu'il raconte. Et donc, il y a une espèce d'auto-alimentation d'événements par les journaux eux-mêmes. C'est assez fantastique. Donc, voilà le concours de l'athlète complet. Et pour ça, les fonds de la Bibliothèque nationale de France sont inestimables, notamment le fonds de l'agence Roll. C'était une agence de photographes qui a beaucoup travaillé pour les grands journaux de l'époque, notamment le journal L'Excelsior, qu'on a complètement oublié. Encore une fois, à l'époque, c'était le seul moyen de s'informer. Donc les tirages de ces journaux étaient gigantesques. On dépassait les 500 000, 600 000 exemplaires pour certains de ces quotidiens. Alors celui-là, je ne m'en lasse pas, c'est mon préféré, qui avait traumatisé ma stagiaire, Elisa, à l'époque. J'aime beaucoup son short en particulier. Enfin, c'était quand même, Jean-François Le Breton avait raflé toutes les premières places. Alors, à la suite de cette période, première partie de la Troisième République, qui ça va s'achever avec la guerre, on classe le jardin. Alors, y a-t-il un lien de cause à effet entre la multiplicité, la multiplication des événements, les éventuels dégâts causés par ces événements, là pour le coup je n'en sais rien pour ce type de manifestation, et le classement du jardin en 1914, j'ai mis 1913, pardon, c'est 1914, alors, précision. Je rappelle la très importante, la loi fondatrice sur les monuments historiques, promulguée le 31 décembre 1913, publiée au journal officiel le 4 janvier 1914. Et en 1914, le jardin des Tuileries figure dans la fameuse liste, ce qu'on appelle la grande liste entre nous, ou la première liste des monuments historiques, publiée au journal officiel le 18 avril 1914, soit juste avant la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, quelques protections, notamment autour des sculptures, le système habituel des sacs de sable, bref, pas de dégâts. Et en fait, les dégâts ne sont pas produits par les guerres, ils sont produits lors des années folles qui ont été particulièrement festives. C'est presque un pléonasme que de parler d'années folles festives. Alors le sport continue, le sport se développe. On oublie toujours que finalement le mot sport n'est utilisé en français de manière courante qu'à partir des années 1830. La première occurrence est 1828, c'est un mot d'origine anglaise. Et que pour nous, un événement comme les Jeux Olympiques, c'est une espèce d'enthousiasme collectif presque obligatoire, mais qu'à l'époque, ça n'était pas du tout le cas. Donc petit à petit, le sport commence à avoir beaucoup plus d'importance, y compris dans des journaux qui sont lus par la haute société. La Vie au grand air, c'est un journal un magazine que vous connaissez peut-être, qui est absolument délicieux à feuilleter, parce qu'il parle aussi beaucoup des jardins de l'aristocratie et du grand monde. Donc voilà, en pleine page, Suzanne Langlaine, elle a participé à une fête extraordinaire qui s'appelait la fête du muscle. Alors ça a beaucoup plu à la direction du Louvre, qui a organisé cet été à sa façon une fête du muscle dans le Louvre même, qui a eu lieu le 13 juillet 1919. Symboliquement, c'est très fort, parce que le 14 juillet 1919, ça a été le grand défilé de la victoire sur les Champs-Élysées et la place de la Concorde, un événement extraordinaire. Donc on voit bien qu'organiser une telle fête la veille a pleinement son sens, d'autant plus que la pratique du sport est liée à celle de la préparation militaire. En effet, pour qu'une nation soit militairement puissante, il faut que ses soldats soient extrêmement bien entraînés. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le sport s'est tant développé à la suite de la défaite contre les Prussiens en 1870-71 et a continué à être développé dans l'entre-deux-guerres. D'où toujours le fameux fonds de l'agence Roll à la BNF,
Des photographies parfois assez gênantes, avec des relents quand même de colonialisme, on devrait dire de Marocains racisés, comme disent mes étudiantes aujourd'hui. Et ce genre d'images, évidemment, sont légion. Donc, le sport prend énormément de place, et évidemment, le Jardin des Tuileries se prête particulièrement à ce genre d'exercice, parce que ces espaces sont vastes, les allées sont très minérales, la position du jardin est centrale, il est très facile pour la foule de se rendre au Jardin des Tuileries et d'y assister. Donc ces cérémonies qui comportent toujours une parade militaire au début ou à la fin, ou les deux, sont en réalité d'immenses succès publics. Donc il faut, certaines images le montrent, pas toutes, il y a pratiquement toujours une foule très dense qui y assiste. Et petit à petit, la presse, là encore, me renseigne. On apprend que d'autres fêtes ont lieu. Une grande fête de nuit, par exemple, en juillet 1923, avec des chiffres. 6 cortèges de 600 hommes, une parade lumineuse, donc la nuit. Un concert de musique militaire avec, excusez du peu, 1200 exécutants. Voilà, 1200 exécutants, c'est à peu près 12 orchestres philharmoniques ou 15 orchestres philharmoniques en même temps. Un bal nocturne sur les terrasses jusqu'aux premières heures du matin. Vous devinez la suite. Là, les campagnes de presse commencent à poindre le bout de leur nez et elles battent leur plein. En grosso modo, entre les années 1929 et 1936. Et j'aime beaucoup cet article de l'Excelsior, qui est vraiment à la pointe du combat. Supprimons les lampions dans le Jardin des Tuileries. Et le journaliste emploie cette expression, il cite une phrase d'Anatole France que j'aime beaucoup utiliser, qui m'est très utile. L'enthousiasme des foules est essentiellement destructif. Alors, le journal prend la suite et évidemment, les campagnes de presse produisent leur effet. J'ai aussi trouvé dans les archives des requêtes de nos prédécesseurs auprès de l'État, notamment du sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts qui s'occupe, qui chapeaute en fait, qui est la tutelle du Jardin des Tuileries, et qui est saisi. Et finalement, la décision est prise. Le journal nous l'apprend le 28 août 1923. Les fêtes et les cérémonies dans un des jardins affectés à l'administration des Beaux-Arts ne seront plus autorisées que dans des cas exceptionnels. Entre parenthèses, il s'agit de fêtes foraines ou gratuites. Tout cela par un arrêté du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Et elles ne peuvent avoir lieu qu'après avis de la Commission des monuments historiques. Et là, on voit bien le lien entre le classement monument historique. On se souvient finalement que le jardin a été classé juste avant la guerre. Et l'administration utilise donc l'argument des monuments historiques. L'architecte des bâtiments de France n'existe pas encore à l'époque pour protéger le jardin. Alors, vous allez me dire, est-ce que cette protection a été effective ? Pas vraiment, puisque on a carrément organisé des courses cyclistes dans les années 30. Cette photo est incroyable, même si la statue a changé de place aujourd'hui, elle est toujours présente au jardin, du moins un moulage. Et en couverture du Miroir des Sports, qui était l'équipe de l'époque, on voit le grand cycliste Antonin Magne, qui avait gagné 2 fois le Tour de France, tourner. Donc c'était une course de 100 km, donc avec 28 tours dans le jardin. Mais ce qu'on constate quand même, et ça c'est très intéressant, c'est qu'il y a des protections. Donc il y a des ballots de paille, il y a des sacs de sable contre les socles, notamment quand les cyclistes prenaient des virages un peu serrés pour réduire leur trajectoire au maximum. Donc on est là, vous voyez, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai acheté ce numéro du Miroir des Sports, que j'ai lu intégralement. Et le journaliste ironise un peu. Il explique, mais tout ça est quand même d'un autre âge, parce que ce beau jardin, après tout, est-il vraiment fait pour ça ? Il ne parle pas du tout du point de vue patrimonial. Il parle en amateur de sport et il dit que le sol du Jardin des Tuileries n'est pas du tout bon,
C'était plutôt un cyclocross en réalité, qu'une course cycliste du type d'endurance ou de piste. Donc, on voit bien que, et ça j'ai réussi à le prouver, j'ai formulé l'hypothèse, mais j'ai réussi à prouver que cette hypothèse était bonne, c'est que les normes des sports, les réglementations ont été devenues tellement raffinées que plus aucun endroit dans le jardin n'a été considéré comme adapté à la pratique d'un sport. Je saute la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu des dégâts relativement conséquents, en fait, à l'occasion de la libération de Paris, en août 1944, puisque comme von Choltitz, qui était le dirigeant nazi du Grosse Paris, logeait à l'hôtel Meurice, qui donnait sur le jardin des Tuileries, l'objectif des libérateurs de Paris était de mettre la main sur lui pour le contraindre à capituler. Et c'est ce qui s'est produit. Donc il y a eu des combats de chars très importants, des sculptures extrêmement abîmées, beaucoup de dégâts aux végétaux, etc. Mais j'en viens à la suite. Car quand une guerre est finie, parfois elle n'est pas finie. Et il y a eu la kermesse aux étoiles. Les plus âgés d'entre vous connaissent peut-être cette expression. Moi, elle m'évoquait vaguement quelque chose, mais je suis provinciale, donc je n'ai pas habité Paris dans mon enfance et ça ne me disait pas grand-chose. Alors j'ai mené l'enquête à la demande du chef de la sécurité du jardin des Tuileries, le regretté par Patrick Lebowski, qui un jour m'a dit « Écoute, il y a des choses sur le site de l'INA, sur la kermesse aux étoiles, est-ce que tu pourrais te pencher sur le sujet ?» Donc j'ai mené toute une enquête. Alors, la kermesse aux étoiles, en fait, les étoiles renvoyaient aux stars de cinéma. Le principe était le suivant, on aménageait le jardin, on y construisait des stands dans les bosquets et même sur les pelouses. Les stars de cinéma du moment venaient dans ces stands et signaient des carnets d'autographes qu'on pouvait se procurer à l'entrée du jardin. Alors, c'était apparemment payant, il me reste encore à creuser certains aspects, et ça durait 3 jours et c'était toujours au mois de juin. Donc, j'ai fait toute une recherche et mes sources sont, outre les archives nationales, où finalement, je n'ai pas trouvé grand-chose, tout simplement des sites de vente d'affiches, de carnets d'autographes, la presse évidemment, les archives de l'INA, d'autres archives comme Gaumont-Pathé par exemple, et aussi toutes sortes de sites en ligne consacrés à des stars, vous allez comprendre. Donc voilà quelques affiches. Souvent, les affiches interprètent le décor du jardin et notamment les fameuses statues de Mercure et la Renommée qui se trouvent à l'entrée Concorde, avec des étoiles ou pas d'étoiles dans le décor. Alors, par exemple, sur les archives de Gaumont-Pathé, on peut visionner un reportage sur la kermesse aux étoiles. Alors, pourquoi ce char ? Tout simplement parce que cette kermesse aux étoiles a été imaginée par la maréchale Leclerc, la veuve de Leclerc qui avait libéré Paris, qui était une femme extrêmement influente dans les milieux politiques. Et le produit des ventes était consacré aux œuvres de la 2e DB, donc notamment les orphelins de la 2e division blindée. Autrement dit, c'était une manière de rendre encore hommage aux soldats de la 2e DB qui avaient libéré Paris. Donc tout ça était très louable et très respectable. Donc à l'entrée, Concorde, il y avait un char de la 2e DB. Tout cela a été relayé par les grands magazines de cinéma, Cinémonde, toujours en couverture. Donc ça, voilà, j'achète ce genre de choses. Et par exemple, pour la petite histoire, à droite, vous voyez une pléiade de vedettes passant sous l'arc du carrousel. Et j'ai pointé en rouge Danielle Darieux, une de mes idoles, et à droite, Line Renaud, qui est probablement la seule rescapée de toute la bande. Vous reconnaissez par exemple Michel Simon, Jean-Pierre Aumont. Voilà. J'ai dépouillé la presse People, par exemple l'actrice Martine Carole, au stand de Point de vue Images du Monde. Donc ça donne une idée du décor aussi.
Et surtout, les archives de l'INA, là, nous renseignent sur la foule compacte qui venait pendant d'abord, ça a été 2 jours, puis très vite 3 jours. C'était effrayant, quoi. Enfin, comment un jardin peut-il résister à une telle foule dont l'enthousiasme est, n'est-ce pas, fondamentalement destructeur? Donc ça, c'est intéressant parce que ça a été diffusé dans le tout premier journal télévisé, la radiodiffusion télévision française, le 29 juin 1949. Alors, on pouvait donc acheter ces fameux petits carnets d'autographes. Alors, ils sont assez chers parce que souvent, il y a plusieurs volets et ils sont remplis d'autographes de gens célèbres. Donc ça, j'ai pas les moyens d'acheter ça. Et évidemment, quand je visionne ce genre de documentaire, je fais des zooms sur des arrêts sur image sur les sculptures et ça me permet de supputer que telle sculpture, par exemple, a pu avoir été abîmée à l'occasion de ce genre de manifestation, sans que j'en ai la preuve formelle. Mais par exemple, aujourd'hui, ici, il y a une allégorie de Vertune qui se cache derrière un masque pour séduire Pomone. Et aujourd'hui, le masque n'existe plus. Il n'y a plus qu'une toute petite moitié. La sculpture est très difficile à comprendre. Donc il y avait de tout. Par exemple, on faisait défiler autour du bassin rond, les Bluebell Girls, voilà. Et ce reportage, par exemple, considère qu'en 3 jours, 500 000 personnes sont venues au jardin des Tuileries. Nous, les jours où le jardin est très très fréquenté, les dimanches de mai, par exemple, ou au mois de juillet, on estime qu'on a 35 000, 40 000 personnes. Donc, si vous divisez 500 000 par 3, on est bien au-dessus de la capacité d'accueil actuelle du Jardin des Tuileries. C'est pour ça que quand on parle de surtourisme aujourd'hui, j'ai toujours un petit sourire narquois parce que je pense que la surfréquentation, elle a existé déjà dans les années 50. Alors, si vous voulez vous amuser, je vous conseille de regarder cette interview de Marlon Brando par Léon Zitrone. J'ai découvert que Marlon Brando parlait extrêmement bien français. Et il raconte que la foule était tellement hystérique qu'il a perdu son veston et il demande qu'on lui ramène son veston. Et il a dit, et il est très drôle, il dit « La prochaine fois, je viendrai dans un tank ». Alors, quelques rares documents me permettent d'avoir des plans du moins partiels. Donc là, c'est assez difficile de se repérer, mais ici, croyez-moi sur parole, hein, c'est bien le grand bassin octogonal hérité de le nôtre, les 2 roseraies ici. Et là, on se rend compte que l'occupation est quand même massive par les stands. Et vous voyez que Coca-Cola était déjà le grand mécène de cette manifestation. Alors, 2 ou 3 gestionnaires ont eu l'idée de faire photographier l'état du jardin après la kermesse. Donc, voici ce que ça donne. On est en 1948 ou 1949 et c'est conservé à la médiathèque du patrimoine et de la photographie, donc ça veut dire que ce sont des archives qui viennent de l'administration des monuments historiques. Et alors, le cyclone est arrivé plus tard, dans les années 75 et 76. C'est certainement... Alors moi, j'aime pas quand on parle des 30 glorieuses, parce que pour les jardins, vraiment, les 30 glorieuses ont été plutôt les 30 catastrophiques. C'est vraiment l'époque où l'attention au jardin n'existait quasiment plus. Sur le plan patrimonial, gestionnaire, c'était extrêmement difficile. Et les fêtes Mourousi en sont une des preuves les plus éclatantes. Alors, fêtes Mourousi, c'est l'expression que nous employons, nous, dans la sous-direction des Jardins du Louvre, qui sont aussi employées dans la presse. Alors voilà les affiches que j'ai trouvées. En fait, il y avait plusieurs affiches successives parce que les événements n'arrêtaient pas de se succéder. La première fête a lieu du 25 mai au 16 août 1975. Pourquoi Yves Mourousi et qui était Yves Mourousi? Les plus jeunes d'entre vous ne le connaissent pas. Les plus âgés s'en souviennent, et les pas si âgés comme moi. C'était le grand présentateur du journal télévisé sur la première chaîne. Il avait un appartement qui donnait sur le jardin des Tuileries, rue de Rivoli. Et c'était un grand amoureux de la fête, on dirait aujourd'hui un fêtard.
Et il a mené en quelque sorte une double carrière, mais les deux s'interpénétraient, de journaliste, de présentateur du journal télévisé et d'organisateur de fêtes gigantesques. Il avait réussi à obtenir le haut patronage du secrétariat d'État à la culture, donc toutes les affiches sont surmontées de la mention de ce haut patronage. Il avait constitué une société pour ça, dont il était le directeur artistique. Et il y avait de tout, de la très haute qualité, de ce que mon fils, qui est sociologue, appelle la culture légitime, et aussi la culture populaire. Donc le cirque Bouglione, l'Orchestre de Paris, dirigé par Daniel Barenboim, lui aussi survivant de cette époque, dans la 9e de Beethoven, la cavalerie de la garde de la reine d'Angleterre, les nuits de la gendarmerie, de la danse balinaise, bref, et les ballets de Béjart, etc., etc. C'était extrêmement fourre-tout. Il y avait beaucoup de monde. Deuxième année, on voit que les dates s'étendent. Ça commence le 23 avril et ça dure jusqu'au 31 août 1976. Des très grands noms, Mireille Mathieu, elle aussi, elle vit toujours, avec toujours cette fameuse société Lumazur qui a conclu une convention avec le secrétariat d'État à la culture. On est dans les années Giscard et j'ai lu beaucoup de choses sur cette période que je connaissais mal. Je l'ai vécue, moi j'avais 76, j'avais 13 ans, je ne vivais pas à Paris. Tout ça me dépassait un peu, je pense, mais j'en entendais quand même vaguement parler au fond de ma province. Alors, j'ai été voir des sites consacrés à des chanteurs. Je n'avais jamais été sur le site des Fous de Tino Rossi, de Trenet, de Claude François, de Thierry Leluron, d'autres. Il y a des enregistrements, des disques, et quelques coupures de presse. Et c'est là où j'ai mis la main sur un trésor. Un documentaliste du département des sculptures m'a dit « on est en train de vider une réserve. J'ai des classeurs qui concernent les Tuileries dans les années 75-76. Est-ce que tu peux venir voir ?» Et je suis venue voir. C'était sous les toits du Louvre. C'était complètement surréaliste. Et il y avait 14 classeurs qui avaient été constitués uniquement de coupures de presse de l'époque par l'architecte en chef qui gérait le jardin à l'époque, qui s'appelait Marc Saltet. Merci à lui. Il est mort depuis, parce que voilà à quoi ça ressemble. En fait, il a abonné le jardin à l'Argus de la presse. C'était le seul moyen à l'époque qu'on avait. Donc il y avait des gens qui travaillaient à l'Argus de la presse et qui découpaient dans les journaux les coupures et les envoyaient aux abonnés. Et là, j'ai trouvé énormément d'informations tirées de la presse, j'allais dire de propagande, beaucoup de journaux étaient complètement acquis à la cause de Mourouzi et faisaient finalement beaucoup de publicité. Donc là, on voit par exemple comme Sheila, qui donne un concert, alors on recouvre le bassin octogonal, et Sheila se produit là pour le public et la télévision, en sky blanc, juché sur des motos conduites par les motocyclistes de la gendarmerie nationale. Et puis, on trouve aussi des articles, évidemment, beaucoup plus polémiques, et la polémique en 75 et surtout en 76, avec des articles assez sarcastiques. L'alpinisme aux Tuileries, mais que vient faire là un mur d'escalade en plein milieu du jardin? Et les termes sont assez caustiques. Voilà, l'article commence par « La ridicule et démagogique fête des Tuileries enlaidit cet agréable jardin qui est une des rares oasis de verdure du centre de la capitale, et tout est à l'avenant. » Le courrier des lecteurs aussi est très important. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Yves Mourouzi, avec ses manifestations, a eu beau se défendre, il a quand même réussi à mettre contre lui des journaux politiquement diamétralement opposés, puisque tant l'Aurore que le Figaro, que le Canard enchaîné, que l'Humanité étaient farouchement opposés à ces fêtes qui détruisaient le jardin et l'image du jardin.
Voilà par exemple une photographie dans l'ex-jardin des Tuileries, donc c'est particulièrement la pique est cruelle. Les vandales font la loi et on voit comment dans la main d'une statue, il y a une bouteille. Et puis les déchets pas ramassés. Donc en fait, encore une fois, je ne suis pas anti-fête, mais une fête, ça se gère, et là, manifestement, ça n'était pas géré. Ce n'est pas du tout normal qu'après une fête comme ça, pendant des jours, des déchets restent. Alors, la polémique enfle, et c'est finalement le Figaro qui prend la tête de cette campagne de presse, et ses lecteurs se répandent en lettres. Je n'ai pas le temps de vous en lire, mais il y en a des quantités faramineuses. Et finalement, le secrétariat d'État à la culture publie une mise au point, botte en touche, considère que le jardin n'est pas abîmé. Quant à Yves Mourousi, c'est souvent défendu à coups d'articles faisant des pleines pages dans les journaux pour dire que tout ça n'était pas si grave, que dans le fond, les sculptures étaient déjà abîmées avant, ce qui est vrai, je vous l'ai montré, mais ce n'est pas une raison pour les abîmer davantage. Et le deuxième argument, c'est que c'était juste des copies d'antiques. Aujourd'hui, les copies d'antiques, on leur accorde une bien plus grande valeur, évidemment, qu'à l'époque. C'est quand même des copies d'antiques, mais faites au XVIIe siècle, à Rome, par les meilleurs sculpteurs de Louis XIV. Donc voilà le résultat. Donc ça, je sais, par exemple, que les mains de la Marne, les mains du petit enfant à l'écrevisse, ont été arrachées à ce moment-là par des gens qui sont montés sur les statues pour mieux voir, mais aussi pour les emporter comme trophée. C'est fort probable. Et voilà une image extrêmement frappante. Ici, il s'agit d'une des statues les plus anciennes du jardin, qui est toujours en place, que j'aimerais bien faire remplacer. Je m'y emploie en ce moment. C'est le Nil d'Ottoni, sculpté à Rome d'après un célèbre antique conservé au musée du Vatican. Regardez l'ancienneté de cette œuvre, du marbre de Carrare, sculpté entre 1687 et 1692, qui ne devrait plus être au jardin. Alors, que nous raconte cette histoire ? C'est l'allégorie d'un dieu fleuve, système allégorique très fréquent dans la sculpture antique, qu'on reconnaît pour être le Nil parce qu'il est appuyé sur une statue de sphinge avec une corne d'abondance qui montre finalement les bienfaits que le Nil, grâce à ses crues, apporte à l'Égypte, puisque c'est le Nil qui fertilise l'Égypte. Or, pour fertiliser l'Égypte, le fleuve, lors de ses crues, doit atteindre la hauteur de 16 coudées. Et chacun de ses enfants symbolise une de ces 16 coudées. Il faut le savoir quand même. Sauf qu'à partir du moment où les enfants disparaissent, il n'y a plus 16 coudées et la statue perd son sens. Donc regardez, comparez. Ça, c'est une des plus anciennes photos que j'ai trouvées dans une collection particulière par le très grand photographe Charles Nègre. Nous sommes en 1859. Tous les enfants sont là. Il y a peut-être quelques dégâts, mais tous les enfants sont là. Tandis que là, ils ont disparu. Regardez, celui-ci n'a plus sa tête. Celui qui est juché sur la corne d'abondance a carrément disparu, etc., etc. Donc aujourd'hui, j'ai compté, il n'y en a plus que 3 qui ont leur tête. Donc, à partir du moment où une sculpture est mutilée à ce point-là, elle perd son sens, en réalité. Et quand je l'explique aux visiteurs, voilà, je vois leur regard, leur visage s'illuminer. Alors, heureusement, il y a eu un changement de gouvernement et c'est Françoise Giroud qui est devenue secrétaire d'État à la culture, plutôt à gauche. Et elle a été saisie par il y a eu beaucoup de députés qui ont déposé qui ont formulé des questions à l'Assemblée nationale. Et donc Pierre-Charles Krieg s'était insurgé. Et finalement, elle a décidé, le 25 novembre 1976, nous dit Le Monde, de mettre fin aux grandes fêtes des Tuileries. Les grandes fêtes aux Tuileries, c'est fini. C'est en substance la réponse faite par Madame Françoise Giroud, etc. Cette décision a été prise à la suite des dommages importants subis par le jardin des Tuileries après les manifestations, j'aime beaucoup le mot, organisées pendant l'été. Chaises, statues et plantations
ont souffert des installations et de l'afflux populaire. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? J'en termine. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus canalisé. D'abord, les espaces loués sont bien déterminés. Nous louons, et c'est là où on passe à un autre modèle économique, l'esplanade des Feuillants, qui fait quasiment toute la longueur du jardin, qui n'est pas végétalisée, mais qui comporte 2 éléments fragiles. À l'extrémité ouest, quasiment, le chêne que François Mitterrand a planté en 1992 pour commémorer le bicentenaire de la Première République. Et à l'opposé, un monument qui n'est pas un chef-d'œuvre de la sculpture, mais qui existe, qui est le monument à Jules Ferry, qui est installé ici depuis 1910. Donc il y a là une sorte d'axe républicain, et c'est bien comme ça que Pascal Cribier et Louis Bénèche, qui ont refait le jardin dans les années 1990, l'entendaient. Et puis il y a le seul bosquet sec du jardin qui n'est pas végétalisé, qu'on appelle le carré du sanglier, du nom d'une sculpture représentant un sanglier qui ne s'y trouve plus, qui fait quand même qui a de belles dimensions, plus de 50 mètres de long, et dans lequel on peut installer des formes de bâtiments éphémères plutôt qualitatifs. Donc aujourd'hui, il y a en fait plusieurs sortes d'événements. Il y a les événements. Alors, nous canalisons le plus possible les événements spontanés. Nous ne voulons pas qu'ils arrivent. Donc, il y a une veille en amont, y compris grâce aux renseignements généraux. Il peut y avoir des événements qui rapportent de l'argent au musée du Louvre, et c'est en ce sens qu'un service des événements, qui n'est pas dans la sous-direction des jardins, qui est dans une autre direction, loue ces espaces moyennant finance, et à charge pour eux et pour nous d'encadrer strictement toutes ces interventions. Donc c'est un travail de prévention. Pour vous donner un exemple, nous avons édicté en 2015 une directive de protection des arbres que nous envoyons à l'avance à tous les organismes, toutes les sociétés qui installent des événements dans le jardin, et on leur dit, ben voilà, si vous abîmez une branche secondaire, le tarif s'étend. Une branche principale, le tarif s'étend. Et plus la branche est importante, et plus le tarif est élevé. Les tarifs viennent d'être réajustés, évidemment, suivent le cours de la vie, et le coût de la vie. Et donc, si, par extraordinaire, un dégât arrive sur une branche, eh bien, le contrevenant paye. Donc, on est extrêmement strict. Et je peux vous dire que ça refroidit beaucoup et que quand une entreprise arrive avec son gros camion ou son gros engin, elle fait attention aux arbres et nous faisons beaucoup protéger les arbres. Dans cette optique, il faut quand même évoquer une sorte d'exception, c'est la fête foraine qui est toujours, dont s'occupe toujours le célèbre roi des forains, comme on dit, Marcel Campion, par l'intermédiaire de sa société. Cette fête foraine s'est introduite illégalement en 1985. Marcel Campion et l'ensemble des forains considéraient qu'on reléguait de plus en plus les forains à la périphérie des villes et que finalement on ne permettait plus au peuple de profiter des fêtes foraines dans le cœur des villes. Donc ils sont rentrés, ils ont installé leur manège. Je n'ai pas le temps de vous en parler, et puis beaucoup d'images sont protégées par les droits, donc je ne peux pas vous les montrer. Cette fête existe toujours et nous la canalisons. Je peux vous dire qu'il y a eu des époques où elle débordait beaucoup plus dans le jardin. Donc maintenant, elle est vraiment strictement encadrée à l'intérieur du jardin, et un périmètre de protection est préservé autour du monument à Jules Ferry et autour du chêne de la République planté par François Mitterrand. Donc ça, encore une fois, et puis c'est évidemment bordé par des conventions d'occupation. Donc l'effet produit dans le paysage est le suivant: on aime ou on n'aime pas. Nous, à l'intérieur de l'équipe de la sous-direction des jardins, en fait, on est habitué à vivre une situation un peu schizophrénique. J'aime pas beaucoup employer ce terme, mais parfois il faut l'employer. C'est-à-dire que
on est à la fois content d'avoir la fête foraine et en même temps furieux d'avoir la fête foraine. C'est très ambivalent. Il n'empêche que le public et les photographes adorent cette grande roue parce qu'ils la trouvent et que c'est effectivement très photogénique. Et tout le monde fait un peu les mêmes photos. Et le paradoxe veut aussi que quand on monte dans la grande roue, on a un point de vue absolument exceptionnel sur le jardin des Tuileries. Et nous-mêmes, il nous arrive parfois de repérer des désordres, notamment sur la canopée des arbres, grâce, entre guillemets, à cette grande roue. Donc, vous voyez, le rapport est très, très ambivalent. Alors, quand même, la grande roue, elle a d'abord été dans l'axe, cette fois-ci sur le terrain de la ville de Paris, pas chez nous, sur la place de la Concorde. Nous ne pouvions rien faire. Et Anne Hidalgo a fini par régler le problème. La roue a disparu et elle a été reportée pour l'hiver dans le jardin des Tuileries. Donc maintenant, nous avons une occupation de la fête foraine pendant l'été, pendant les 2 mois de juillet-août. Et puis, nous avons à nouveau le retour de la roue, parfois pas la même d'ailleurs, parce qu'il y a roue et roue, sous la forme d'une fête de Noël. Personnellement, je ne l'aime pas. Moi, je suis alsacienne, alors je sais ce que c'est qu'un vrai marché de Noël, très élégant, très charmant. Voilà, moi, c'est pas comme ça que je conçois les fêtes de Noël, mais ça n'engage que moi. Et cette magie de Noël, en tout cas, fait la joie de beaucoup de Parisiens et de touristes pendant la mauvaise saison. Pourquoi pas? Autre sujet d'occupation, et là on change de lieu et on retombe finalement sur un lieu qui a été très occupé, notamment par les fêtes Mourousi. C'est le grand bassin octogonal, côté ouest, donc face à la place de la Concorde. Donc c'est une énorme structure qui est montée pendant à peu près 1 mois et demi, 2 fois par an. Donc c'est quand même très, très présent dans la perspective et qui permet à la maison Dior d'organiser ses défilés de haute couture. Alors, là aussi, les pour, les contre. J'avoue que personnellement, quand en septembre, je fais des visites pour les Journées européennes du patrimoine et que dans la perspective, il y a l'énorme structure de Dior et je suis obligée d'expliquer au public la perspective, les Champs-Élysées plantés par le nôtre dans la prolongation du jardin des Tuileries, croyez-moi sur parole, sont derrière la structure de Dior. C'est un peu compliqué, mais on explique. On explique pourquoi Dior est là. Dior est là aussi parce que, et c'est là où on en vient au modèle économique du musée du Louvre même, parce que Dior nous donne des millions d'euros, nous a donné des millions d'euros pour restaurer le jardin. Le modèle économique aujourd'hui prôné par le ministère de la Culture pour ces grands établissements publics, ces fleurons que sont le Louvre, Versailles, Orsay, etc., c'est l'État donne de moins en moins d'argent, l'État se désengage financièrement, vous connaissez l'état des finances publiques, n'est-ce pas? Et à vous, chef d'établissement public, de trouver l'argent auprès de ceux qui en ont. Et qui a de l'argent aujourd'hui? Eh bien, c'est le monde du luxe. C'est LVMH, c'est Dior, etc. Donc, nous avions de grands projets de rénovation et grâce à Dior, et nous l'expliquons sur les barrières très élégantes qui entourent ce dispositif, grâce à Dior, nous avons pu restaurer 3 bosquets, le bosquet des oiseaux, les 2 bosquets des exèdres. Dior a contribué à la replantation de la Grande Allée, 92 ormes en 2020. Dior a contribué à la replantation des roseraies. Vous voyez ici la roseraie nord en mauvais état. Elle a complètement changé depuis, elle est bien plus belle. Donc tout ça, c'est grâce à l'argent de Dior. Donc quand on l'explique aux visiteurs, les visiteurs comprennent. Et donc je profite des Journées européennes du patrimoine pour expliquer à quoi sert cette structure sur le Grand Bassin. Encore une fois, notre rôle en tant que gestionnaire est de prévenir plutôt que guérir, plutôt que constater les dégâts. Donc à nous de nous mettre en bon ordre, de nous donner tous les moyens techniques, y compris juridiques, pour border. Et j'en viens maintenant aux Jeux Olympiques. Car nous sortons, là, ce week-end, des Jeux Olympiques et Paralympiques, appelés Paris 2024.
Et là, j'avoue que, pour être très franche, quand j'ai appris que les Jeux Olympiques allaient occuper une partie du jardin des Tuileries, j'ai eu en tête cette fameuse phrase d'Anatole France, l'enthousiasme des foules est essentiellement destructif, parce que j'avais en tête ceci. Alors ça, c'est un événement totalement spontané qui a eu lieu quelques jours après l'ouverture de l'Euro de football qui avait été organisé à Paris, en France. Il y avait eu d'autres villes aussi. Car, grâce aux réseaux sociaux, des supporters suédois reconnaissables à leur tenue jaune et bleue se sont donné rendez-vous dans le jardin des Tuileries. Et ça, je l'ai appris par le jardinier en chef un vendredi, vous voyez, à 17h30. Emmanuel, vite, viens dans le jardin. Il y a des milliers de supporters suédois. Donc, un supporter suédois, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a beaucoup bu, d'autant plus qu'en Suède, vous savez que la législation sur l'alcool est très stricte. En France, beaucoup moins. Donc, ils n'étaient pas sobres du tout. Ils ont laissé des bouteilles et des déchets partout. Évidemment, très vite, nos 189 poubelles, ce qui est déjà beaucoup, n'ont pas suffi à absorber toute cette quantité de déchets. Ils commençaient à aller sur les pelouses. Donc là, je dois dire que la sécurité du jardin, qui est très rompue à ce genre d'exercice, a réussi à les évacuer des pelouses, à les canaliser. Ils étaient arrivés par l'est, côté Louvre. Ils sont repartis petit à petit par la Concorde. Et moi, j'ai joué sur l'imitation, c'est-à-dire que quand quelqu'un mettait une canette de bière à côté d'une sculpture, je mettais la canette par terre. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un met une canette sur une sculpture, le suivant va mettre une deuxième canette, etc. Donc, on déconstruit en fait le suivisme, si vous voulez, des foules, parce que les foules sont aussi essentiellement suivistes. Et les gens, on a réussi à évacuer le jardin en 20-25 minutes, ce qui était vraiment un exploit tout à fait extraordinaire. Et après, il restait ça, donc c'était terrible. Et alors, le sol, surtout, il y avait des milliers de, comment on appelle ça, des capsules, merci, de capsules de bouteilles enfoncées dans le sol. Donc, il a fallu quand même... Alors, régulièrement, on fait venir des herses spéciales qui grattent le sol pour le décrouter, puisqu'on, comme le jardin est extrêmement fréquenté, la tendance des sols, évidemment, à être très compactés, et ce qui empêche l'eau de percoler. Donc, tout ce travail a été fait. Et puis, en fait, moi, j'ai fait le tour des sculptures, et malheureusement, un vase de 1828-1829 avait été probablement escaladé par quelqu'un d'un peu, voilà, un peu éméché, et qui a eu la surprise de constater que sous son pied, mince, cette anse cédait. Donc j'ai fait restaurer l'anse, et il avait posé, je pense, un peu contrit les fragments sur le socle. Donc, quand j'ai appris que les Jeux Olympiques allaient revenir, j'avais en tête les terribles... Voilà. Et là, on m'a dit non, mais le public des Jeux Olympiques, c'est pas du tout le même que celui des matchs de foot. Ce sera beaucoup plus calme. Alors, je ne vous raconte pas toutes les coulisses, je n'ai pas le temps et je n'ai pas forcément le droit de le faire. En fait, il y a eu deux formes d'occupation. Une première occupation, donc voilà à quoi ça correspond. C'est toute la partie ouest, donc le plan est orienté à gauche et au nord. Il y a un petit décalage, pardon. Je vois que Est-ce qu'à l'écran, c'est juste ? Oui, il y a un décalage de ce que j'ai mis en rose. Il faut tout décaler vers le bas. A été occupé en fait par la base arrière, logistique et technique des Jeux Olympiques. Donc il y avait des bureaux, il y avait les vestiaires aussi des athlètes qui se produisaient sur la place de la Concorde, puisque sur la place de la Concorde, territoire de la ville de Paris, ont été organisées donc les épreuves de sport urbain, le skate, le BMX, etc. Donc au début, on nous avait juste dit ça. Puis après, on nous a annoncé un événement sur le Grand Bassin Rond qui était secret. Cet événement a aussi occupé en grande partie la Grande Allée. Vous l'avez tous vu à la télévision si vous avez regardé les cérémonies d'ouverture et de clôture des deux Jeux olympiques et paralympiques. Et en fait, le secret était bien gardé sur la réalité de ce qui allait se passer sur le Grand Bassin Rond.
Donc, moi, j'ai compris quelques semaines avant, quand on a commencé à nous montrer les plans autour du grand bassin rond à l'est, j'ai vu écrit le mot l'est. J'ai compris qu'il l'est, il y aurait un ballon. Je ne savais absolument pas à quoi ça correspondrait. Et évidemment, c'est bien gardé de nous mettre dans le secret du dispositif technique qui allait imiter une flamme avec de la vapeur d'eau et pas une vraie flamme. Et c'est vrai que je me suis torturé l'esprit en me disant, mon Dieu, mais comment on peut mettre une flamme olympique en permanence sous un ballon? Ça me paraissait absolument inconcevable techniquement, chimiquement, j'allais dire, physiquement et chimiquement. Et donc petit à petit, alors ça, ce plan vous montre en fait le maximum d'occupation que le jardin a connu avec une fermeture. Et c'est là où personnellement j'ai été chagrinée, à la limite plus que par les risques courus par les sculptures dont j'ai la charge. J'ai été chagrinée parce que le jardin était quand même en grande partie non accessible. Seul le chœur l'était encore. Heureusement, il n'y a pas eu de canicule, mais s'il y avait une canicule et si les Parisiens n'avaient pas pu se réfugier dans la fraîcheur du jardin, j'en aurais été encore plus chagrinée. Donc voilà pour mon opinion personnelle. En tout cas, c'était intéressant pour moi d'avoir ce recul de l'histoire, d'avoir pu déjà avoir mené des recherches sur l'histoire des fêtes et des événements au Jardin des Tuileries. Je précise qu'il n'y a eu aucune contrepartie financière, là, pour le coup, de la part des Jeux Olympiques. C'est une mise à disposition. Mais en tout cas, je suis à peu près persuadée que l'occupation du Jardin des Tuileries par les Jeux Olympiques a été la plus longue et la plus importante en termes d'espace depuis que le Jardin des Tuileries est ouvert au public. Et j'avais envie de livrer cette conclusion à l'issue de cette aventure qui quand même est extraordinaire. Jamais, quand j'ai commencé ma carrière, je n'aurais imaginé vivre quelque chose comme ça. Et c'est là où c'est compliqué, hein, c'est que il y avait à la fois le sentiment du danger, l'envie de protéger, tout va bien, rien n'a été abîmé, et en même temps, donc la peur, si vous voulez, et le sens des responsabilités en tant que conservatrice, et en même temps une immense fierté, malgré tout, du fait que le Jardin des Tuileries a attiré l'attention de millions et de millions de gens à travers le monde. Donc nous espérons que nous allons avoir des retombées en termes de notoriété médiatique et aussi que ça va encore plus attirer les mécènes vers de nouveaux projets, car nous engageons bientôt un nouveau schéma directeur de revégétalisation du jardin et d'adaptation du jardin au réchauffement climatique. Donc je vais maintenant terminer enfin par une belle image, sans aucun événement visible. Voilà, juste des fleurs, des statues et des arbres. Je vous remercie de votre attention et je suis prête à répondre à vos questions.